Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session de formation pour le Fonds pour le développement de la cinéphilie jeune public en compagnie du CNC, Magali Valente, directrice du cinéma, Loïc Rionnier, adjoint au chef du service exploitation, et Margot Vigier, en charge du fonds Jeunes Cinéphiles. Nous avons le grand plaisir, une nouvelle session de formation avec l'AFCAE, que nous remercions pour leur confiance. Box Office Pro est une fois de plus ravi de participer, de collaborer sur la partie technique en vous accueillant sur la plateforme. Je vous fais très rapidement le tour de la maison. Je sais que vous connaissez, vous en connaissez la plupart, les moindres recoins. Nous avons sur la droite un onglet chat dans lequel Anne a d'ailleurs déjà posté quelques recommandations. Je la remercie. N'hésitez pas à y échanger entre vous parce que certes, nous sommes en distanciel, mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas tous ensemble. À côté, vous y trouverez l'onglet questions et je vous invite à y formuler vos questions et, le cas échéant, lire les questions précédentes pour éventuellement voter sur la question qui recouperait la vôtre. Cela nous permettra de mieux appréhender vos préoccupations et de prioriser les réponses qui y seront apportées. Voilà pour moi. Il me reste plus qu'à passer la parole au président de l'AFCAE, le seul et l'unique François Aimé. À toi, François. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis à l'AFCAE d'avoir pu organiser cette réunion d'information, plus que de formation, sur ce projet vraiment très motivant de fonds d'aide pour le développement de la cinéphilie des jeunes. Donc un grand merci au CNC d'avoir eu cette initiative, un grand merci à Box Office pour l'organisation faite dans des délais très restreints. Et moi, je voudrais insister sur 2 points. D'abord, je crois que c'est une opportunité exceptionnelle. Vous connaissez tous par cœur, évidemment, l'aide pour le classement arrêt-essai, qui a déjà plus de 60 ans. Et là, on a une deuxième aide qui peut concerner des centaines de cinémas avec des enveloppes qui sont significatives. Magali, évidemment, va en parler tout à l'heure. Donc, c'est une formidable opportunité. Et je sais en même temps, et vous savez aussi, que le travail en direction des adolescents, des lycéens, des étudiants n'est pas forcément quelque chose de facile, mais on sait que c'est un enjeu capital pour l'avenir de nos salles. Donc, l'idée aujourd'hui, après la présentation de ce fonds d'aide à Cannes par Dominique Boutonnat, la présentation de ce fonds d'aide à Deauville et puis à Valence lors des rencontres nationales, l'idée, c'est de répondre à toutes vos questions quelques jours avant le dépôt de chaque candidature. Donc, pendant 1h30, peut-être un peu plus en fonction des questions que vous allez poser, l'idée, c'est vraiment de répondre à des questions très concrètes qui correspondent à la notice qu'a communiquée le CNC. Donc, encore merci au CNC et à Box Office. Merci beaucoup, François. On va peut-être commencer par faire une rapide présentation générale et ensuite, évidemment, on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Voilà, donc là, les 2 personnes qui sont autour de moi sont évidemment fondamentales dans le dispositif puisque c'est elles qui vont recevoir les demandes et les traiter. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et nous-mêmes, on va se nourrir des questions pour peut-être améliorer ou en tout cas préciser certaines choses. Donc, voilà, on est à votre disposition pendant tout ce webinaire pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, peut-être donc pour repartir sur une présentation générale, je vais faire rapide parce qu'effectivement, comme l'a dit François, on l'a déjà présenté à plusieurs reprises. Alors, par contre, je n'ai pas l'écran. On a perdu la présentation. Là. Voilà. Ah, voilà. C'est bon, là. Merci. Hop. Donc, juste pour rappeler peut-être des grands objectifs et la façon dont il a été pensé, c'est la priorité qu'on a donnée à la reconquête du public jeune dans cette sortie de crise. C'est des discussions qu'on a eues avec l'AFCAE et qui nous a semblé être une priorité absolue
dans cette période qu'on espère de reprise et de sortie de crise. Comme l'a rappelé François, on a décidé d'y mettre les moyens, puisqu'on sera sur un dispositif qui, et ça on peut déjà, je pense le dire, consommera les 5 millions d'enveloppes maximales qui lui a été allouée, puisque à ce stade, on a déjà un nombre de candidatures qui est important et dont on sait que dans tous les cas, il est conforme à ce qu'on attendait. Donc c'est déjà une très bonne chose. On pourra y revenir peut-être plus en détail, mais en tout cas, pour l'instant, des premières candidatures reçues, voilà, c'est le nombre et celui qu'on attendait pour que le dispositif soit identifié et on l'espère efficace. Donc, le constat qu'on a fait, c'est effectivement la perte de fréquentation du jeune public et l'opportunité qu'on a saisie, c'est celle de la généralisation du pass culture, qui est désormais un des critères pour accéder à cette aide. Et l'objectif, évidemment, c'est d'accompagner le jeune public, enfin le public jeune, dans sa découverte des films, de la diversité. Donc, on a une sorte de recentrage du pass culture qui concerne l'ensemble des films diffusés. Là, on essaye de le réorienter aussi vers la diversité et vers l'éducation à l'image. Donc, pour ce qui est des grands principes de ce fonds, vous les connaissez. Donc, la période d'évaluation qui donnera lieu à subvention, donc c'est celle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Elle récompense donc les actions d'animation, communication, éducation et de programmation destinées au public 15-25. Donc ça, on y reviendra, mais ça rejoint le critère de communication beaucoup, c'est-à-dire l'obligation d'avoir une stratégie digitale dans le cadre des conditions d'éligibilité et en s'appuyant sur une programmation de films notamment recommandée à réessai. Le notamment est très important puisque évidemment c'est pas exclusif et ça permet aussi d'avoir une appréciation particulière sur les films qui ont un intérêt culturel, même sans être à réessai. Et je le rappelle, on n'a pas redit, mais ça concerne évidemment toutes les salles de cinéma sans distinction. Alors ensuite, les types d'activités visées. Alors là, bon, vous avez la liste. À vrai dire, comme on l'indique, on n'a aucune visée exhaustive dans cette liste. On laisse vraiment aux salles la totale liberté d'organiser les actions qu'ils jugent efficaces, qu'ils jugent originales, qui sont en lien aussi avec leurs moyens et leurs particularités. Donc là, on en a cité quelques-unes, donc les séances spéciales, le travail d'éducation au cinéma, les ateliers d'écriture, jury de festival, critique de films. Voilà, en fait, cette liste, elle est pas du tout complète. Donc là-dessus, concrètement, la souplesse est totale. Voilà. Dès lors que la visée de l'action, évidemment, rejoint l'objectif du dispositif. Sur les conditions d'éligibilité, donc j'ai déjà parlé d'une première condition qui est l'inscription à la plateforme numérique Pass Culture Pro. Donc ça, on y reviendra peut-être. Je sais qu'il y a eu quelques inquiétudes, notamment pour ceux dont la procédure ne serait pas terminée avant la clôture. Donc ça, on y reviendra, mais évidemment qu'on fera preuve de souplesse dès lors que la procédure est engagée. Et même si elle n'est pas clôturée à la date de dépôt dans le dispositif, dès lors qu'on a la preuve que l'inscription sur la plateforme est en cours, même si elle n'est pas finalisée, c'est évidemment pas un problème. L'objectif, c'est que ce soit des cinémas qui soient dans le pass culture pendant la très très grande majorité de la période concernée. Donc, une procédure en cours qui va aboutir bientôt, évidemment, peut tout à fait rentrer dans le dispositif. Donc, l'idée, c'est d'organiser entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 au moins 3 types d'actions différents et au moins 3 actions par mois à destination donc, du public jeune. Donc, pour résumer, c'est à la fois la régularité des actions et ensuite la diversité des actions. Voilà, donc nous,
le nous étant en fait la commission qui sera en charge d'attribuer les aides, mais les deux objectifs principaux, c'est la régularité des actions et la diversité. La troisième condition d'éligibilité, c'est la stratégie de communication et qui porte sur les différents types d'actions qui vont être menées sur Internet et sur les réseaux sociaux. On est sur un dispositif qui est centré sur les 15-25. On sait que c'est un petit peu incontournable de s'investir sur la communication sur les réseaux sociaux et sur plus globalement donc une stratégie digitale très clairement identifiée et mise en œuvre sur le long terme pour toucher cette population. Donc on précise dans la slide la dérogation qui est très importante parce que c'était un des éléments sur lequel on a évidemment réfléchi et qui est indispensable pour qu'aucun cinéma ne soit réticent à entrer dans le dispositif parce qu'il ne se sent pas capable, au regard de ses moyens et de sa taille, de tenir la cadence des 3 actions par mois. Donc, il y a une dérogation qui est prévue par le texte. Et donc, dès lors qu'on peut justifier d'un nombre très réduit de séances, on peut tout à fait justifier que le seuil se réduise à une action par mois. Voilà. On y reviendra peut-être plus dans le détail parce que je pense qu'il y aura des questions sur ce point. Voilà, donc l'inscription préalable donc, dans le RGA, dans le texte, c'est le 31 octobre 2021 qui est indiqué avec un formulaire donc, qui est sur le site aujourd'hui avec 4 grands items qui doivent être remplis, donc le programme d'action envisagé, la stratégie de communication, les moyens humains dévolus au programme d'action et la personne en charge du programme au sein du cinéma. Donc quelques précisions peut-être d'ores et déjà pour essayer de prévenir quelques questions qui pourraient se poser. Donc on a vu, étant donné la période, etc., que le délai du 31 octobre pouvait être un peu compliqué à tenir, donc pas d'inquiétude là-dessus, jusqu'à 2 semaines plus tard, en tout cas, pas de problème jusqu'à mi-novembre pour recevoir les dossiers, donc, surtout au regard des questions qui pourraient se poser aujourd'hui, donc si ça prend un peu plus de temps pour certains, c'est pas un problème, donc jusqu'à mi-novembre, on acceptera les dossiers d'inscription. Une autre petite précision, donc quand votre dossier est envoyé, vous recevez 3 types de réponses. Donc là, je parle sous le contrôle des gens qui répondent, de Loïc et Margot. Donc vous avez 3 types de réponses. Vous avez un accusé de réception qui valide l'intégralité du formulaire en disant voilà, le formulaire est conforme à ce qui est attendu, merci beaucoup. Et là, ça veut dire que tout est OK. Ensuite, il y a la réponse intermédiaire qui est attention, les objectifs qui sont évoqués ne sont pas forcément conformes. Donc, c'est ça, à peu près. Les objectifs ne sont pas forcément conformes, donc n'hésitez pas à retravailler. Et là, dans ce cas, vous allez être contacté par les équipes justement pour essayer de retravailler, l'objectif n'étant pas d'exclure des salles, pas du tout, au contraire, l'objectif étant que tout le monde, au moment de finaliser l'entrée dans le dispositif, soit ait un cahier des charges qui soit conforme aux objectifs, donc conforme à ce qu'on attend dans un an. Donc ça, évidemment, ça reste à la charge de la salle de mettre en œuvre ce cahier des charges, mais en tout cas, pour ce qui est de sa finalisation, vous serez accompagné par les équipes. Et le troisième, qui est là plus globalement, ça ne correspond pas, hein, c'est ça. Oui, là, il faut vraiment apporter des précisions où il y a trop d'éléments manquants, ou alors c'est des actions qui ne se situent pas vraiment dans les cases du dispositif. Voilà. Donc là, c'est le champ, celle-là, c'est le hors-champ d'une certaine façon. Et dans ces cas-là, idem, là, vous êtes également rappelé pour retravailler sur le cahier des charges. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas vous engager dans le dispositif avec un cahier des charges qui ne correspond pas. Et dès lors que le cahier des charges, on vous dit qu'il correspond, ça veut dire concrètement, peut-être du coup c'est l'occasion de faire la slide d'après, mais parce que je crois que c'est voilà, le montant, la modalité d'attribution. Concrètement, si vous avez un cahier des charges qui est conforme
à ce qui est attendu du dispositif. Validé après le dépôt du dossier, vous savez que si vous respectez ce cahier des charges, le montant minimal de l'aide qui est de 8 000 €, il est acquis. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que je sais qu'il y a des inquiétudes sur la prévisibilité budgétaire. En plus, c'est un versement a posteriori puisque c'est un versement qui aura lieu en octobre 2022. Mais il n'est pas si imprévisible que ça, c'est-à-dire que le cahier des charges, à minima, il ouvre droit à 8 000 € dès lors qu'il est respecté et validé, c'est-à-dire validé, ça veut dire conforme aux objectifs du dispositif. Donc cette prévisibilité-là, vous l'avez. Voilà. J'insiste vraiment là-dessus parce que je sais que ce décalage d'1 an du versement, pour certains, peut avoir un côté un peu désincitatif. Ensuite, donc c'est un seul versement. C'est après avis d'une commission d'experts qui n'est pas encore finalisée, mais donc le texte prévoit que ce soit à minima donc la présidente et le vice-président de la commission arrêt essai et 5 personnalités qualifiées. Donc voilà, on a mis une liste, exploitants, distributeurs, experts d'éducation à l'image, experts des stratégies marketing digital, ça nous paraît indispensable. Mais voilà, après, on est en train de finaliser la composition et on en reparlera. La réunion de la commission elle aura lieu en octobre 2022. Et du coup, l'idée, donc je reviens sur les 8 000 € qui est le plancher dès lors que le cahier des charges est respecté. Ce 8 000 €, il peut évidemment être majoré en fonction de l'ambition, en fonction du point de départ et du point d'arrivée, c'est-à-dire un cinéma qui, évidemment, a fait beaucoup d'efforts par rapport aux actions qu'il menait précédemment, ce sera récompensé. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une enveloppe, comme je le disais en introduction, très substantielle. Et donc, ce sera donc, au moins un barème à plusieurs niveaux qui pourra même aller jusqu'au doublement des 8 000 € pour les projets les plus ambitieux. Voilà. Donc après, les paliers restent à définir. C'est des choses qu'il faut qu'on évoque encore tous ensemble et avec la future commission, puisque c'est eux qui appliqueront ce barème. Donc c'est indispensable que ce soit travaillé avec eux. Mais en tout cas, à savoir qu'il y aura beaucoup de subventions en fonction des ambitions qui seront bien supérieures à 8 000 €, voire le double. Donc, les modalités d'attribution et critères d'examen qui seront à la discrétion de la commission. Donc, on a fixé un certain nombre de critères qui sont des critères larges. Donc, c'est pour ça que l'appréciation, évidemment, de la commission sera importante. Et le bilan qui sera fait des actions menées par les cinémas qui rentreront dans le dispositif. Donc, évidemment, en premier lieu, ambition, intérêt culturel des actions menées. La cohérence au regard de la taille de l'établissement. C'est ce que je disais, on regarde aussi évidemment tout le contexte, on ne compare pas l'incomparable, l'idée étant de regarder comment le cinéma se situe et au regard de ses particularités, l'ambition des actions menées, la diversité et l'efficacité des actions, les modalités de médiation, donc ça c'est évidemment aussi en lien avec tous les dispositifs de médiateurs qui peuvent exister par ailleurs, les partenariats, l'ambition de la stratégie de communication, donc ça, c'est le critère d'éligibilité, c'est la mise en place d'une stratégie digitale, mais évidemment, après, il y a plusieurs niveaux d'ambition, donc c'est ça qui sera regardé. L'implication du public jeune, l'articulation et la cohérence avec les actions menées qui relèvent du temps scolaire, puisque là, on est sur du hors temps scolaire, donc globalement, toute l'articulation avec les dispositifs existants, la capacité à se saisir des autres dispositifs sera évidemment regardée, et les moyens humains consacrés au programme d'action, encore une fois, au regard des spécificités de chaque cinéma, de ses moyens et de ses capacités. On ne compare pas des cinémas de taille très différentes et avec des budgets très différents. Et voilà, et merci. Du coup, et on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions sur les conditions d'éligibilité, sur la façon dont on va l'appréhender et sur sûrement les échanges qu'il pourra y avoir après au cas par cas sur les différents dossiers qui sont déposés. Alors, si je peux reprendre la parole, je sais pas. Juste remercier évidemment le CNC, notamment sur la souplesse qui est donnée sur la question des délais, puisqu'on avait beaucoup de
d'interpellation, d'inquiétude par rapport à ça du côté de nos adhérents. Et puis aussi, je le souligne, hein, sur la question du montant qui est annoncé, des montants qui sont annoncés. L'ordre de grandeur des moyens des subventions RSA, c'est à peu près 10 000 euros. Donc, un plancher de 8 000 euros, c'est vraiment un effort très substantiel du CNC, je tiens à le souligner, et je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment une opportunité. Et puis, vous l'avez compris dans la présentation, évidemment, de Magali, l'esprit dans lequel tout cela est fait est finalement très proche de celui du classement RSE, c'est-à-dire que les critères et l'appréciation tiennent compte de la spécificité, des potentiels, des moyens de chaque structure. Voilà. Je tenais à signaler ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà qui arrivent. Renaud, tu as… Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire le maître de cérémonie sur les questions. On a déjà pas mal de questions. Je vais les prendre par l'ordre de vote, puisque les gens peuvent voter pour certaines questions. Donc, c'est celle où il y a le plus de demandes. On va faire ça dans cet ordre-là. Donc, première question pour le CNC. Et c'est sur la généralisation géographique du pass culture. Alors, ce n'est pas tout à fait sur le dispositif, mais c'est quand même sur le cadre et c'est assez intéressant. Oui, alors forcément, comme les gens votent en même temps, ça me fait sauter les questions. C'est bien dommage. C'était pour savoir, en fait, quand est-ce qu'aurait lieu la généralisation et l'extension, puisqu'aujourd'hui, le pass culture n'est valable, entre guillemets, que pour les jeunes de 18 ans. Donc, c'est une question un peu plus générale. Okay. Est-ce que vous avez des éléments évidemment, moi j'ai les dernières informations, mais sous toute réserve, parce qu'on n'a pas échangé sur ce sujet récemment, mais la généralisation devait avoir lieu, si je me souviens bien, au 1er janvier. Du coup, on est… et c'était à partir de la classe de… du coup, ça devait être à partir de 12 ans, si je me souviens bien. Et c'est 1er janvier 2022. Ça, c'était les dernières informations qu'on avait eues. On vous tient au courant, évidemment, s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'était ça. Voilà. La généralisation, hein, ce n'est pas territorial, c'est en termes d'âge. Hein, oui, c'est en termes d'âge, tout à fait. Hein, c'est oui, c'était bien le sens de la question. Pardon, j'aurais dû être précis. Parce qu'avant, quand on parlait de généralisation, c'était sur l'ensemble du territoire. Maintenant, c'est un élargissement sur les tranches d'âge concernées, en fait. Tout à fait. Donc, cette généralisation, cette extension, c'est le 1er janvier 2022 à ce stade. Ouais. D'accord. Après, j'ai une question, forcément, de savoir si vous pouvez revenir un peu sur la question de la dérogation pour en définir les contours. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. On prend l'esprit. Je te laisse expliquer. Alors après, le principe de la dérogation, c'est un peu comme l'examen du dossier. La dérogation, elle sera effectivement accordée par la commission qui se réunit en octobre 2022. Donc ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas nous qui allons l'accorder concrètement. Par contre, c'est vrai qu'on a défini un peu, pour pouvoir justement répondre avec précision aux questions qu'on peut avoir, on s'est basé sur un nombre de séances à l'année, à partir duquel on estime qu'une salle peut quand même développer les 3 actions par mois. Donc, on est plutôt sur au-dessus de 800 séances par an. On estime que la salle, qu'elle soit mono-écran ou plusieurs écrans, si elle fait plus de 800 séances par an, on estime qu'elle peut quand même faire les 3 actions par mois. Entre 500 et 800 séances, ça se regarde, ça s'examine. En dessous de 500 séances par an, là, on peut effectivement estimer qu'une dérogation est vraiment justifiée. Dans tous les cas, de toute façon, l'établissement qui sollicite une dérogation doit effectivement justifier de par son nombre de séances ou de par ses contraintes effectivement spécifiques au-delà du nombre de séances. Comme le disait Magali, on va regarder quand même dans le détail chacun des établissements et sa situation particulière. Voilà. Mais voilà, okay, merci. Vous êtes un mono-écran, que forcément vous aurez la dérogation, parce que vous pouvez être un mono-écran et être très très actif. Oui, et alors il y a une personne qui nous signale que on a attiré son attention sur le fait qu'elle ne rentrait a priori pas dans le cas de la dérogation. Pour autant, son dossier est bien enregistré. C'est un peu la question, et elle peut quand même s'engager dans l'action, du coup, en proposant 3 actions par mois, quoi.
Alors, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que je pense que cette personne est dans le cas intermédiaire, c'est-à-dire le cas où le dossier est complet, mais on est encore dans une zone d'incertitude sur les critères. Donc, je pense que là, en fait, en priorité, les équipes rappellent, Loïc et Margot vont rappeler tous ceux qui sont dans la troisième situation, c'est-à-dire les dossiers manquants, etc. Mais je pense, on en parlait hier justement, que ce serait bien dès que c'est fini, de passer à la deuxième phase, qui est ceux dont le dossier est un peu intermédiaire, c'est-à-dire tout est complet, mais il y a des interrogations, notamment sur la dérogation. Et donc, dans ce cas-là, pour bien sécuriser et qu'il y ait cette prévisibilité nécessaire, ils seront rappelés également pour échanger. Les seuils qu'a donné Loïc, ils sont importants parce qu'ils donnent un point de repère, alors qu'il n'y en a aucun dans le texte. Donc, ça permet de donner un point de repère et ça permet aussi à tous ceux qui vont déposer le dossier de se dire que si effectivement il dépasse le seuil des 800, il faut le justifier autrement que par le nombre de séances. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas possible. On est vraiment sur du cas par cas et l'objectif, c'est encore une fois que tout le monde s'y retrouve. Mais on a quand même un sujet derrière, c'est que, François, tu l'as rappelé, on est sur des subventions qui sont relativement massives. Et donc, l'idée, c'est de garder aussi toute l'ambition du dispositif. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé aussi d'aller challenger un petit peu. Mais pour autant, l'idée n'est pas de faire l'impossible. Donc, même au-delà de 800, s'il y a des particularités qui font que ce n'est pas possible, on les regarde, on les écoute et on saura les expliquer par la suite dans le bilan. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près résumé. Hein, oui, c'est ça. Dans le message que Margot envoie dans ces cas-là, effectivement, en fait, on alerte sur des fragilités du dossier, notamment parfois quand une dérogation est sollicitée, qu'elle nous semble difficile à être accordée d'ici quelques mois, enfin dans un an. Donc, on incite effectivement à quand même essayer de développer un maximum d'actions et essayer d'atteindre ces 3 actions par mois. Voilà, parce que ce message a vraiment le but d'alerter sur la fragilité éventuelle du dossier. Parce que comme le disait Magali aussi au début, c'est qu'effectivement, on pourra le dossier, on en accuse réception, mais la subvention arrive pour peu que le cahier des charges ait bien été quand même respecté dans un an. Donc, ce cahier des charges fait qu'il faut organiser 3 actions par mois, sauf dérogation. Et si la dérogation n'est pas accordée, la subvention ne pourra pas être accordée s'il y a eu moins de 3 actions par mois. Donc là, ce message est vraiment là juste pour alerter sur cette fragilité et effectivement aussi, comme le dit Magali, pousser à faire chaque établissement à essayer de faire le maximum dans la mesure de ses possibilités, bien sûr. Mais il y aura des échanges. Ouais. Mais ça permet de répondre un peu à une question que j'ai vu passer tout à l'heure. Je ne me souviens plus précisément, mais c'était un peu cette idée d'une personne qui demandait mais pourquoi il faut décrire déjà notre action sur un an s'il faut ensuite aussi tout remettre dans un bilan à la fin de la période pour un examen par le comité. Je crois que ça a quand même été bien expliqué. C'est que pour le CNC, il y a un peu un enjeu de prévisibilité. C'était l'idée de savoir combien de salles allaient s'engager dans le dispositif et c'était très important aussi pour avoir une idée d'une enveloppe. Et puis le second point qui est très important, c'est une garantie pour vous au maximum. C'est-à-dire que c'est cette idée que le CNC qui s'y est engagé et qui le fait concrètement, hein, c'est ce que viennent d'expliquer Magali et Loïc, c'est que effectivement on vérifie, enfin le CNC vérifie au cas par cas qu'on est dans une note d'intention qui remplit les objectifs et qui correspond a priori. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est en fait ce système-là et le fait de mettre aussi les moyens humains côté CNC pour faire du cas par cas, parce que ça va être, en tout cas cette phase préparatoire, ça va être un travail à plein temps. Et c'est très important parce que ce qu'on a identifié comme problématique tout de suite, problématique ou pas, en tout cas potentiellement désincitatif, plutôt pour certaines salles, c'était justement l'imprévisibilité. Donc, c'est pour ça que nous, on veut être très, très clair là-dessus. Et voilà, ça permet de sécuriser l'ensemble. Et donc, tous ceux qui ont ce message, n'hésitez pas à rappeler de vous-même, voilà, directement pour essayer de consolider le dossier. Et puis, de toute manière, dans un second temps, quand la troisième, enfin, on sera en train de finaliser l'ensemble des inscriptions, on rappellera tous ceux qui, par ailleurs, n'ont pas été encore rappelés, qui sont dans cette catégorie un peu intermédiaire. Mais n'hésitez pas à le faire de manière proactive tout de suite si les questions se posent. Ça permet de finaliser et de sécuriser. Après, évidemment, si vous voulez prendre le risque, c'est évidemment votre choix. Mais en tout cas, nous, on est à votre disposition pour essayer de sécuriser ça.
D'accord, donc il y a quand même une double prévisibilité, c'est ce dossier qui est validé en amont, enfin en tout cas sur la note d'intention, et ce montant minimum quand même qui est aussi une garantie si le cahier des charges est bien rempli ensuite et bien examiné par le comité. Autre question, est-ce que la mise en place d'une tarification spéciale et annoncée destinée aux 15-25 ans est considérée comme une action à part entière? Alors, ça va être au cas par cas. La question, c'est pour quel film? Du coup, donc une tarification ciblée peut faire partie d'un mode d'action. Enfin, sous contrôle de Loïc, hein, je ne sais pas, on n'a pas… Oui, enfin, faut voir dans le détail, effectivement, parce que si c'est juste mettre un tarif moins de 25 ans, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer ça comme une action à part entière. Ça dépend peut-être de la séance. Ça dépend. En fait, ça va être les films visés et l'articulation avec les deux autres types d'actions. Mais moi, je ne l'exclurai pas d'office de toute manière parce que je pense qu'il y a un facteur prix qui a été identifié aussi dans les 15-25. Donc, sur l'ensemble, dès lors qu'il y a une diversité d'actions et que surtout c'est ciblé, c'est-à-dire qu'on est bien sur le champ, c'est-à-dire notamment les films à réessai ou les films qui participent à la diversité cinématographique, c'est-à-dire qu'on a l'objectif culturel. Je pense que ça se regarde. Honnêtement, ça fait partie d'une action et c'est une action qui coûte. Donc, a priori, si c'est quelque chose qui ramène le public jeune, je pense qu'on pourra le prendre. Alors justement, Luc Cabasso, la créampe, qu'on reconnaît bien là, nous dit « Bonjour, qui va labelliser les films, entre guillemets, ayant une ambition et un intérêt culturel affirmé, et comment? N'y a-t-il pas un risque de glissement de l'ambition culturelle du projet ou d'une énergie dépensée en pure perte pour des titres non valides? Merci. » Alors, oui et non. En fait, la question, c'est que si on faisait que les films à réessai, en fait, on a fait le choix de laisser cette marge de manœuvre. Je pense que c'était un choix très partagé et qui a été réfléchi à l'époque, puisque c'est une question qu'on s'est réellement posée. Si on avait fait que les films à réessai, on restreignait très fortement et on contraignait le choix des salles sans leur laisser la moindre marge de manœuvre sur d'autres œuvres qui auraient un intérêt culturel. Donc, ça nous paraissait un tout petit peu trop contraint et restrictif. Après, évidemment, du coup, on laisse une marge d'appréciation, ce qui est un peu quand même l'esprit du dispositif. C'est-à-dire que, vous voyez, on laisse des marges d'appréciation, on ne donne pas une liste exhaustive des actions, on n'est pas en train de tout réglementer, corseter, parce que d'une certaine façon, chacun va fonctionner avec ses propres idées et ses propres particularités. Donc oui, on laisse une marge d'appréciation. Après, nous, notre sentiment, c'est qu'on peut faire confiance aux exploitants concernés pour identifier les films qui auraient un intérêt culturel marqué. Dans le bilan de l'action, évidemment que ce sera pris en compte. Donc, à ce moment-là, si on se rend compte que systématiquement ou très régulièrement, les films qui sont concernés par les actions ont un intérêt culturel contestable, ça rentrera à la fin dans l'évaluation, évidemment. Mais franchement, mettre une liste de films limitative qui ne serait pas la liste à réessai et qui serait un autre type d'œuvre nous paraît extrêmement compliqué et par ailleurs assez vite contestable. Donc, le choix, c'est de faire confiance aux exploitants. Je pense que tous les exploitants qui rentrent dans le dispositif ont le même objectif d'éducation à l'image, d'ouverture à la diversité pour cette population-là. Et je pense que tous les exploitants seront capables d'identifier ça. Après, encore une fois, il faut… Voilà, on verra au moment du bilan, mais honnêtement, moi, je ne suis pas inquiète sur la capacité à identifier ces films-là. Oui, c'est quelque chose dont on a discuté pas mal ensemble. Et c'est vrai aussi, si je peux ajouter juste une chose, je pense que l'ambition culturelle d'un film, elle se juge au-delà du film lui-même qui est retenu par rapport à l'action qui est mise en place autour de ce film. C'est aussi un élément, je pense, d'appréciation pour le futur comité. C'est-à-dire que tout dépend de ce que le cinéma va organiser comme action autour d'un film qui éventuellement ne serait pas recommandé à réessai. Oui, mais après tu as raison, Bruno, tout à fait. Mais au-delà même de l'action, je pense que la palette de films, justement, on ne sait pas la programmation qu'il y aura jusqu'en septembre prochain, donc à l'issue de la période. Mais ça peut prendre peut-être en fonction des salles, ce ne seront pas forcément les mêmes œuvres qui seront visées.
Je ne veux pas schématiser en disant que c'est tous les films hors blockbuster américain, c'est peut-être plus réduit que ça. Mais en tout cas, l'esprit, c'est peut-être de se dire à la fois un film qui peut plaire aux jeunes, mais qui spontanément ne les attire pas. Donc, c'est cette réflexion-là. Et c'est un film dont on se dit qu'il aurait pu être à réessayer, il n'est pas forcément. C'est un film dont on se dit qu'il peut apporter, en fait, et qu'il peut apporter quelque chose au public 15-25. Voilà. Ce n'est pas forcément très précis, mais je pense que cette souplesse-là, elle est précieuse dans le dispositif et qu'on y perdrait en efficacité si on restreignait le champ très fortement. Ok, merci. Ensuite, ça c'est une question qui m'a déjà été posée. Le montant minimal de 8 000 € est-il versé même si le budget global sur l'année est inférieur? On n'a mis aucune limite à ce. On n'a mis aucune limite à ce. Enfin, on n'a pas mis de plafond autre. Donc, à ce stade, on n'a rien dans le texte qui nous permet d'aller en deçà de 8 000 ou au-dessus. On n'a pas mis de montant dans le texte. Mais après, on a un engagement politique à verser 8 000 €. Donc, on le fera. En revanche, attention quand même, le 8 000 €, on sait qu'il est là. Donc, il nous semble que la mise en place des actions sur l'année, s'ils sont en deçà de 8 000 € pose un peu question aussi, puisque c'est un budget qui a été calibré. Alors, évidemment, si c'est 7 000 et quelques euros, bon, voilà, c'est juste l'idée n'étant pas d'atteindre absolument les 8 000 € pile, mais 8 000 €, c'est ce qui nous semble être le minimum pour l'ambition qu'on met dans ce dispositif. Donc, il me semble que si c'est très en deçà de 8 000, ça peut poser question sur la réalisation du cahier des charges et sur les ambitions qui sont visées. Voilà. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, en fait, on s'en moque un peu. Ce qui compte, enfin, évidemment, le cinéma va être obligé de mettre des moyens et des moyens relativement non, mais en fait, importants. je ne suis pas sûre que, honnêtement, pour moi, c'est même pas une option que j'avais envisagée parce que je pense que 8 000 €, c'est pas tant que ça pour mettre en place un projet ambitieux avec oui. digital, etc. Donc, j'avoue que la question, je me la suis jamais posée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas aller regarder. La subvention, évidemment, elle va prendre en compte plusieurs critères, mais le premier critère n'est pas le budget engagé qu'on essaye de couvrir. Donc, s'il est inférieur, s'il est supérieur, bon, voilà. En tout cas, c'est pas le premier des déterminants. Et surtout, c'est un plancher sur lequel on s'est engagé. Donc, il ne s'agit pas de le moduler en fonction de critères qui interviendraient a posteriori. Oui, mais donc, en gros, vous ne regardez pas le budget. L'important, c'est que les choses soient mises en œuvre, réellement mises en œuvre et avec une ambition et une qualité. Exactement. Voilà, et on s'en moque que ça ait coûté 5 000 ou 20 000 €. Enfin, en tout cas, pour le comité, hein. Évidemment, les cinémas s'en moquent pas. Alors, exactement, voilà. mais c'est ce qu'on a dit clairement à Deauville, hein. C'est-à-dire que le budget global et la taille du cinéma, etc., ne sera pas l'élément déterminant pour la subvention, le montant de la subvention. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser l'ambition, de valoriser les actions nouvelles, de valoriser l'ambition, de valoriser la régularité, la diversité, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, voilà. Mais encore une fois, en dessous de 8 000, je ne pense pas qu'on puisse mettre en œuvre de manière… on verra, en tout cas, la question. Déjà, rien qu'en valorisant le personnel, enfin, les charges indirectes, ça monte. Je vois mal comment on peut faire. Mais… Qu'en est-il d'un cinéma qui serait éligible au dispositif, mais qui ne pourrait commencer ses actions qu'au mois de décembre? Et ça rejoint un peu une autre question qui revient fréquemment, c'est-à-dire il y a une exigence de régularité avec 3 actions par mois, mais est-ce qu'il y aura une souplesse? C'est-à-dire je commencerai en décembre, par exemple, mais je vais me rattraper sur le reste de l'année et je ferai bien le bon nombre d'actions avec malgré tout une régularité tout au long de l'année. Ou je fais un autre cinéma et puis il y a des mois qui seront un peu moins forts où j'aurais fait que 2 actions et sur d'autres mois, j'en aurais fait 4 ou 5. Alors, sur cette question, alors déjà, à la base, dans le texte, effectivement, on parle bien de 3 actions par mois. Et ça, pour le coup, c'est inscrit dans le texte. Donc, ça fait partie des rares critères. Encore une fois, il n'y en a pas énormément, qui est quand même fixé dans le texte. Après, je distingue 2 cas particuliers. Il y a le cas, effectivement, de ceux qui commencent plus tard les actions. Donc ça, il faut essayer de voir pourquoi. Encore une fois, c'est une question de justification. Le dispositif, il a été annoncé en juillet.
A priori, les inscriptions ont commencé en septembre. Le fait de commencer finalement les actions en décembre, ça peut se poser. Il y a certainement de très bonnes raisons pour le faire, mais encore une fois, ça s'explique. On a la chance de pouvoir faire du cas par cas, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que le dispositif commence au 1er octobre et que, comme on l'a annoncé avant, a priori, on n'est pas complètement, on ne débarque pas complètement en octobre. Mais après, encore une fois, il peut y avoir des très bonnes raisons et on les écoutera. Ensuite, nous, on ne raisonne pas à l'année parce que ce n'est pas comme ça qu'on l'a conçu, ce dispositif, on raisonne bien au mois le mois. Et ensuite, tout est une question d'appréciation. C'est-à-dire que si y a un cas où le cinéma n'a pas pu faire ces 3 actions, on en a fait 2 et le mois d'après, on a fait 4, et ça arrive une fois parce qu'il y a une exception, ce ne sera jamais bloquant. Enfin, on n'est pas, l'idée n'étant pas, encore une fois, de tout refléter. Donc, je pense que ça, la commission sera tout à fait encline et favorable à ne pas le prendre en compte ou à considérer que l'objectif est rempli malgré tout. En revanche, s'il y a plusieurs mois sans action, je ne parle pas du cas, encore une fois, de l'action différée à décembre, qui pour moi est le sujet du commencement des actions et encore un autre problème. Et dans le cours de l'année, s'il y a 2 mois sans rien, voire 3, et ensuite 10 actions sur le mois d'après, ça, ce n'est pas l'esprit du dispositif. Je pense que l'esprit du dispositif, c'est la régularité, parce que pour attraper le public jeune, il faut l'attraper régulièrement. Donc, du coup, encore une fois, de la souplesse, oui, parce que c'est tout l'esprit du dispositif et que l'idée, c'est au contraire de juger de l'efficacité globale, donc il n'y a pas de problème, mais il faut que la régularité soit assurée. Donc, une fois, voilà, ça peut arriver évidemment. La question du commencement différé, là, pour le coup, moi, spontanément, je suis un peu gênée parce que ça veut dire que ça raccourcit la période d'évaluation. Enfin, c'est pas idéal. Après, au cas par cas, si des cinémas sont dans ce cas-là, appelez-nous et on en parle ensemble de manière spécifique. C'est pas l'esprit. Voilà, tout le monde commencera en octobre. L'idée, c'est qu'on ait à peu près le même nombre de mois d'évaluation pour tout le monde. Ça crée une petite rupture d'égalité, c'est pas extra. Voilà. Je réponds un peu spontanément, mais comme on est sur du cas par cas, voilà, appelez-nous et si le cas se pose, on essaiera d'y réfléchir ensemble pour voir comment on gère ça. Bon, sachant quand même, Magali, qu'on est fin octobre, donc il y a pas mal de salles qui vont commencer vraiment là en novembre. qu'on sans doute, on a bien vu qu'il y en a un certain nombre qui ont commencé, mais il y en a sans doute qui ont commencé un peu en retard. Novembre avec une clôture au 31 octobre, voilà. Après, si c'est début décembre, effectivement, ça fait un mois d'écart, c'est pas énorme. Si c'est fin décembre, début janvier, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un mois d'écart pour d'évaluation par rapport aux autres, c'est pas forcément souhaitable et pour les uns et pour les autres. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse avoir aussi un comparatif, non pas d'ailleurs pour en exclure certains, tout ça étant de toute manière de mettre tout le monde dans le champ, c'est évidemment l'objectif, mais qu'on puisse avoir une base comparative identique. Sinon, je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Alors, il faut avancer, il y a beaucoup de questions. Je les prends quand même dans l'ordre parce que par les votes, finalement, ça bougeait tout le temps, je ne m'y retrouvais pas. Alors, une question sur la mutualisation, en fait. Deux mono-écrans, espacés de 30 km, qui va agir sur les 2 cinémas avec l'emploi d'un mi-temps. Est-ce qu'on peut bien bénéficier d'une aide pour chaque cinéma si l'action est mise en place conformément au cahier des charges dans chacun des cinémas? Oui, tout à fait. Enfin, les mutualisations, au contraire, c'est une très bonne chose. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne veut surtout pas influer négativement. Donc, l'objectif, alors nous, on a une évaluation qui se fait cinéma par cinéma, mais évidemment, toutes les interactions qu'il y aura sont les bienvenues, y compris si à la fin, il y a une partie des budgets touchés par chaque cinéma qui sont mutualisés. Enfin, ça, on ne s'en mêle pas. Et s'il y a des ressources mutualisées, je trouve que c'est au contraire, c'est plutôt une bonne utilisation. Et alors après, l'évaluation se fera cinéma par cinéma, mais les interactions et les mutualisations qui pourraient avoir lieu seront évidemment regardées avec bienveillance, je pense, et ils peuvent tout à fait être un moyen d'optimiser au maximum le dispositif. D'accord. Alors, quand on a reçu une réponse, je souhaite attirer votre attention sur le point suivant.
Est-ce que ça signifie qu'il faut retravailler le cahier des charges ou est-ce que c'est juste un avertissement, un point de vigilance dans l'année qui vient? Bah, c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce genre de message, on dit bon, la candidature semble rentrer bien dans le dispositif, mais on alerte quand même sur ces fragilités qui pourraient faire sortir finalement le dossier du dispositif dans un an. Par exemple, une stratégie digitale quand même pas très très étayée dans le formulaire, et qui dans un an n'aura pas été davantage étayé, on se rendra compte que l'établissement finalement était très peu présent en termes de stratégie de communication numérique. Ou un établissement qui sollicite une dérogation qui nous semble assez peu justifiée et qui au final, la dérogation n'est pas acceptée et il n'a pas fait la régularité d'action qui fait partie du cahier des charges du dispositif. Donc effectivement, c'est ce message où on dit j'alerte, j'attire votre attention sur. Faut pas hésiter à rappeler Margot pour échanger davantage. Alors après, les messages sont vraiment, même s'ils ont un canevas, enfin une structure assez équivalente d'un cinéma à l'autre, c'est vraiment des messages personnalisés où Margot a bien regardé votre candidature et vous alerte sur des points vraiment spécifiques. Donc ça peut être la dérogation, ça peut être la stratégie numérique, ça peut être une trop grande dépendance à des dispositifs scolaires et on insiste bien sur le fait que toutes les actions doivent être hors temps scolaire. Vous pouvez très bien avoir un partenariat avec un lycée, avec une fac, etc. Mais il faut que toutes les actions soient en dehors du temps scolaire. Donc voilà, donc ce message veut dire en gros que on accuse bien réception de votre demande parce qu'elle semble bien rentrer dans le cadre du dispositif. Il y a quelques fragilités, donc il faut être vigilant sur ces fragilités et on peut tout à fait échanger ensemble. On peut échanger ensemble avant le dépôt du dossier, on peut échanger ensemble tout au long de l'année aussi. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux exploitants que je peux avoir au téléphone. C'est que, certes, on va clôturer les inscriptions là dans quelques jours, mais après, au fur et à mesure de l'année, s'il y a des questions sur certaines actions, sur certains points, Margot sera disponible, moi aussi, Corentin. Enfin voilà, le service d'exploitation restera à votre écoute, bien entendu, pendant l'année qui arrive. Vous allez avoir du boulot, hein. Bon, tant mieux. Alors, question suivante, le terme action. Ça, c'est une question importante, je pense qu'on peut élargir un peu. Le terme action recouvre-t-il des étapes de type prévisionnement ou rencontre professionnelle sans que la démarche n'aboutisse nécessairement à une séance de cinéma? Traduction à une action attestée par un bordereau. Et on peut un peu élargir, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir on peut inviter des jeunes à des prévisionnements professionnels, à des actions professionnelles pour leur montrer aussi un peu les métiers du cinéma. Mais aussi, on peut mettre en place des ateliers de pratique artistique où il n'y a pas forcément une séance autour. Est-ce que c'est des choses qu'on peut valoriser dans son dossier, même s'il n'y a pas de séance mise sur, pour le coup, qui, par définition, ce ne sera pas sur le pass culture, ça ne fera pas l'objet d'une remontée de… Et après, si ce type d'action vaut, comment on le valorise et comment on le prouve dans son dossier en fin d'année? Sur le type d'action, encore une fois, on ne s'est pas limité. Après, on avait envisagé que dans la diversité des actions, il puisse y avoir une case action pas directement en lien avec la séance, mais en lien avec le cinéma, avec l'éducation à l'image. Il faut quand même que, évidemment, cette dimension soit extrêmement prégnante si ce n'est pas directement en lien avec un film. Encore une fois, on est sur une diversité d'actions. Alors, je crois qu'on a, je ne sais pas si c'est moi qui me suis perdu, ou si on a perdu le CNC. C'est beaucoup plus embêtant de perdre le CNC. Ah. Nous, on est là. Nous, on est là. Oui, Renaud. Nous sommes Ouais, tous là. Tu ne vois plus le CNC? Nous sommes tous là. On est là, Renaud. Hein. Bah, voyons. Parce que chez Gaulle, vous nous voyez bien. Oui. Tentative de reconnexion en cours. Ah, on ne voit plus que moi-même. Oui, parce que là, c'est parfait. Ouais. Alors, mais Renaud, c'est très bizarre. Tu me vois moi, mais tu ne vois pas le CNC. Non, je vois François, je vois tout le monde, mais je… Non, mais on est là, Connexion perdue. On est là, Renaud. Est-ce que tu les entends? Ah ouais, je crois qu'on peut continuer en fait, hein. C'est-à-dire que c'est nous à l'AFCAE qui avons un problème de liaison et que par ailleurs ce problème de liaison n'est pas sur les autres participants. D'accord. Moi, puisque
pardon, j'ai la parole. Je voudrais juste en profiter pour dire un petit mot de l'AFCAE, puisqu'on a annoncé, et je le confirme, on a annoncé à Valence que l'AFCAE accompagnera aussi les salles dans ce dispositif, et notamment en faisant des propositions de films ou d'actions ou de partenariats, et surtout en amont, puisque la préparation des animations souvent prennent du temps. Et pour être très concret, nous allons recruter une personne dédiée à ce travail-là dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc, l'AFCAE sera force de propositions qui pourront être reprises, déclinées, que les salles pourront s'approprier. Je dis ça parce qu'il y avait une question sur la mutualisation tout à l'heure, mais il y a aussi la question de mise en réseau de certaines actions à l'échelle régionale, départementale ou nationale. Effectivement, ça c'est important à préciser parce que ce qui permet de répondre à cette question qui a été beaucoup posée dans des réunions régionales, etc., c'est de savoir si effectivement on pouvait s'appuyer sur les actions d'associations départementales, régionales, nationales. Mais au-delà de l'AFCAE, je sais que par exemple, il y a la fête du court-métrage qui réfléchit à proposer des choses. Enfin, il y a pas mal de structures qui réfléchissent à proposer des choses aux salles dans le cadre de ce 15-25 ans. Voilà. Est-ce que Loïc, Magali, Margot, vous nous entendez? Oui, on t'entend très bien, Renaud, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Moi, je ne les vois plus et je ne les entends plus. Alors, on va essayer d'avancer sur des questions, sachant que certaines questions, on peut y répondre. Il faut juste qu'on termine sur les actions parce que je pense que c'est important. Sur les actions… Celle-là, non. Donc, on est bien d'accord sur le fait qu'il faudrait… Alors, Renaud, il faut que tu laisses la parole à Magali, là, sur le CNC, qui souhaite revenir sur un point. Non, je voulais juste terminer sur les types d'actions parce que c'est effectivement important. Que je ne sais pas si du coup ce qui a été entendu ou pas, mais les types d'actions, les actions qui seraient en lien avec, qui ne seraient pas en lien direct avec la diffusion d'un film, seront évidemment prises en compte dès lors qu'elles participent à la fréquentation des jeunes. Donc ça, on verra ensuite, encore une fois, c'est du cas par cas, mais il nous semble que si c'est une action éducation à l'image, même si ce n'est pas en lien direct, l'adhésion au pass culture, ça fait partie des conditions d'éligibilité, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toute systématiquement lié à une séance. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une diversité d'actions. Donc, c'est sûr qu'un cinéma qui ne ferait que des types d'actions décorrélées des séances, là, pour le coup, ça nous paraît plus embêtant. L'idée, c'est au contraire de diversifier. Il peut y avoir des actions plus globales sur la découverte du cinéma, du secteur, de plusieurs œuvres, enfin, voilà, quelque chose de peut-être autre, et ensuite des actions qui seraient en lien direct avec des séances. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir différents types d'actions. Et c'est de la diversité aussi que va naître l'incitation pour les jeunes à venir à faire des choses différentes. Donc oui, rien d'exclu par principe. Et attention quand même, parce que l'idée, c'est d'avoir de la diversité. Donc, si ce n'est pas lié à une séance, il faudrait quand même un type d'action à côté lié à des séances. Voilà. Merci Magali, je vous ai retrouvé. C'était très très curieux. Je ne vous voyais pas et je ne vous entendais pas. Alors, tout le monde vous voyait. Pas de souci. J'ai rafraîchi. La réponse a été donnée sur les types d'actions éligibles, en effet. Ok, super. Alors, pouvez-vous détailler vos attentes concernant la stratégie digitale attendue dans ce dispositif? En fait, c'est encore une fois, je comprends le principe de vouloir tout fixer dans le marbre, mais en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que la souplesse qui est laissée dans le dispositif, elle permet justement de s'adapter au cas par cas. Donc, l'objectif d'une stratégie digitale, elle peut être très variée en fait en fonction de la présentation générale du projet. Donc, moi, ça me gêne un petit peu d'avoir des cadres très précis là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a plusieurs stratégies digitales. Une stratégie digitale ambitieuse, et d'ailleurs, je pense que c'est un peu le cas quand Loïc et Margot vous répondent par mail que la stratégie digitale n'est pas assez ambitieuse, c'est une stratégie qui va se déployer sur plusieurs réseaux,
C'est une stratégie qui va démontrer qu'elle est en capacité de toucher les jeunes, donc d'être sur les bons réseaux, d'être assez large pour avoir une bonne audience. Ça peut être aussi en tout cas, ça y participe, mais ça peut être le fait d'avoir un community manager qui est là parfois, en tout cas qui peut intervenir. Donc ça, c'est le moyen humain qui est mis au service de la stratégie digitale et qui nous semble être un point de garantie assez important pour essayer de le mener. Je ne sais pas, Loïc, si tu as d'autres exemples. Non, mais il y a plusieurs exemples parce que toi, t'en as effectivement, après Margot, tu pourras peut-être compléter parce que c'est vraiment Margot qui a vu tous les dossiers dans les moindres détails. Mais pour vous donner des exemples, par exemple, on a un exploitant qui nous dit on n'est pas encore présent sur TikTok, mais on va tous se former, on va former les bénévoles et on va s'approprier le réseau TikTok dans l'année. Mais clairement, ce n'est pas encore le cas. Mais on veut investir TikTok dans l'année pour pouvoir développer ses actions. Il y a aussi le cas, par exemple, de… Ça, c'est assez ambitieux, oui. Il y a aussi des partenariats noués avec une radio locale, par exemple, qui fait des podcasts, avec des influenceurs, des influenceuses locaux ou pas, d'ailleurs, c'est national. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment investir tous les champs numériques possibles qui sont les champs par lesquels le public 15-25 s'informe et échange actuellement. Donc, il s'agit d'aller sur ces réseaux pour les attirer tout simplement. Donc, effectivement, bien sûr qu'il y a le classique Facebook, Instagram, voilà, et c'est très bien que ce soit utilisé. Après, on attend peut-être aussi que si vous nous dites juste que vous allez publier des posts sur Facebook et sur Instagram, voilà, c'est le minimum. On attend peut-être un peu plus pour qu'il y ait une vraie présence dynamique sur les réseaux et auprès du public. Ou en tout cas, s'il y a une présence Facebook et Instagram, ça va être dans le type d'action qui va être sur Facebook et Instagram. Et je pense que là, pour le coup, il peut y avoir des choses assez innovantes aussi, d'ailleurs. Mais tout ça est un ensemble. Tu veux peut-être compléter, Margot? Non. Je pense que ça, c'est les exemples après qu'on voyait. Bon, encore une fois, si vous avez ce message et s'il y a un risque de manque d'ambition dans la stratégie digitale, de toute manière, au moment de la réception du dossier, vous aurez le message qui vous indique et donc ensuite on prend les contacts et encore une fois on en parle et on voit comment on peut essayer de faire progresser les objectifs tout en restant faisable. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être ambitieux, mais que ce ne soit pas non plus infaisable. Ok, merci beaucoup. Alors, une question, stratégie digitale. Est-ce que les exploitants de plus de 50 ans sont exemptés de chorégraphie TikTok? Bon, c'est un peu de l'humour. Non, justement, l'exemple que j'ai d'une personne qui dit qu'elle va se former à TikTok, je crois qu'elle a plus de 50 ans. Donc non, ça veut justement, au contraire. D'accord. Alors, ensuite, peut-on inscrire des actions déjà financées par d'autres dispositifs? Passeur d'images, plan de relance, rouvrir le monde, plan d'éducation au cinéma. Après, alors, ce qu'on disait, c'est que dans l'appréciation globale, il y a l'articulation avec des dispositifs existants. Donc, l'idée, c'est pas de faire fi de tout ce qui est fait à côté. Au contraire, si on a une logique de complémentarité entre les dispositifs et pas d'incompatibilité, nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. C'est l'éducation à l'image, ça va être tout un ensemble, un corpus de dispositifs qui doivent s'articuler entre eux. Donc, l'articulation, c'est plutôt un plus. Le doublement absolu du dispositif, non. C'est-à-dire que je pense que là, pour le coup, si c'est un dispositif déjà existant, l'idée, c'est de le faire vivre. Évidemment, si pour le faire vivre, il y a besoin de moyens supplémentaires pour le faire vivre, le faire évoluer, oui, évidemment, ça rentre. Après, la stricte… si c'est des dispositifs qui sont par ailleurs déjà mis en œuvre, là, pour le coup, l'idée, c'est de faire du neuf ou du plus avec le dispositif. Donc, ça rentre dans le champ, oui, mais pour faire vivre les dispositifs existants de manière un peu différente. Voilà. Après, de toute manière, on ne va pas les vérifier que telle dépense correspond à telle dépense qui est affectée à telle enveloppe. On n'est pas dans cette logique-là. Maintenant, si on se rend compte que la totalité des actions menées sont par ailleurs des actions qui sont menées dans le cadre de d'autres dispositifs, autant on valorisera la complémentarité, et je pense que c'est quelque chose qui est regardé aussi au moment des dossiers, on regarde la complémentarité, mais on regarde aussi évidemment la nouveauté, c'est-à-dire l'ambition des projets spécifiques qui vont rentrer dans le dispositif du Fonds Jeunes Cinéphile.
Bon, alors je vais revenir sur parce que c'est une question qui revient avec insistance de cinémas qui font plus de 800 séances par an, mais qui manquent de moyens et aussi de spectateurs potentiels et qui veulent quand même savoir s'ils peuvent bénéficier de la dérogation. Alors là, enfin, Magali, je pense que… C'est la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'absolu, on va leur demander des choses un peu plus approfondies que ceux qui ont moins de 500, mais après, c'est pas une impossibilité, mais il faut qu'on en discute parce que spontanément, voilà, ce que disait Loïc, c'est qu'au-dessus de 800, on se dit que elle n'est pas automatique. C'est pas parce qu'elle n'est pas automatique que pour autant elle n'est pas possible. Donc ça, tous les cinémas qui sont dans cette situation, il faut qu'ils nous expliquent et il faut qu'ils appellent Margot et Loïc. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est forcément du cas par cas, donc en fait on ne peut pas y répondre dans le cas de cette formation. Je pense que chaque cinéma qui se sent concerné par une difficulté précise sur ce point doit contacter le CNC et puis avoir une discussion avec Loïc et Margot. Parce que là, actuellement, la question de la dérogation dans le formulaire, c'est juste je sollicite ou pas la dérogation. Exactement. Il faut savoir que forcément, si vous la sollicitez, on va vous demander de justifier pourquoi vous demandez cette dérogation de façon assez étayée et précise. Et ce qui sera examiné par la commission pour savoir si la commission vous accorde cette dérogation ou non. Donc, de toute façon, on va vous demander plus de détails pour les dérogations et on échangera ensemble, bien entendu. Voilà. Il faut qu'on vraiment, ce qui est important, c'est que ce dispositif, on l'a vraiment conçu comme, encore une fois, quelque chose d'ambitieux. Donc, pour certains cinémas, le fait déjà d'avoir cette régularité d'une action par mois, c'est très ambitieux. Et ça, on est tout à fait capable de le comprendre. Mais voilà, il faut que l'ambition soit démontrée dans tous les cas et l'impossibilité d'aller au-delà d'une séance par mois. Mais aucune impossibilité de principe. Nous, on a donné un cadre aussi pour faciliter avec un nombre de séances de manière à ce que ce ne soit pas non plus trop aléatoire et trop discrétionnaire. Donc, on vous donne ce seuil, il est indicatif. Maintenant, encore une fois, on fait du cas par cas, quoi. Donc, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre. Alors, pardon Renaud, si je peux juste dire un mot, parce que je crois que on est sur un point qui revient régulièrement, qui est un point très important. Je crois que ce que ça sous-entend, en fait, c'est que bien sûr, les salles de cinéma, non seulement vont faire des animations pour les 15-25, mais vont continuer à faire en même temps, en parallèle, des animations pour le jeune public, des animations pour les seniors, pour le public classique, etc. Et c'est le cumul de cet ensemble qui n'est pas forcément facile à assumer, notamment pour les petites structures. Moi, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que l'enjeu pour le CNC, je crois que pour tout le réseau ARSA et le réseau des salles, c'est qu'il y ait une dynamique qui se crée, qui se déclenche à l'échelle nationale dans plusieurs centaines de cinémas, mais aussi à l'échelle locale, que tout d'un coup, il y ait des actions qui ne se faisaient pas avant, qui se mettent en place, des partenariats qui n'existaient pas avant, qui se mettent en place, un type de communication qui se met en place. Il me semble, d'après tous les échanges qu'on a pu avoir, si la salle est capable de montrer qu'il y a un cap qui est passé, qu'il y a un changement par rapport à ce public, forcément, l'appréciation de son dossier sera plus bienveillante. Pardon. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, et puis ajouter aussi, j'ai perdu mon idée, pardon, parce que j'ai lu deux questions à la fois. C'est pas grave. Alors, est-ce que les entrées, je ne comprends pas cette question, est-ce que les entrées des 15-25 ans réalisées seront prises en compte dans le versement? Oui, je comprends la question. Ouais. Non, la question, c'est est-ce qu'en gros, le niveau des entrées au moment du bilan sera pris en compte? Ce sera, oui, alors ça peut être évidemment un élément, c'est certainement l'élément le plus objectif. Après, on va essayer de clarifier. Là, on est un peu dans la phase on va terminer tout ce qui est inscription. Et ensuite, on passera dans le dossier de bilan. On va essayer de le faire assez vite pour que tout le monde ait une visibilité sur ce qui sera demandé à l'issue. Donc, je pense qu'il faut qu'on en reparle ensemble aussi avec François, avec les autres organisations, pour qu'on puisse déterminer les éléments exacts du dossier qui devra être remis au moment. Évidemment, la fréquentation sera un élément. Moi, il me semble que ce n'est pas forcément le seul.
d'autant qu'on est dans une période encore quand même très particulière. C'est le plus objectif, donc évidemment qui sera demandé, mais voilà, ce ne sera pas le seul. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on se mette bien d'accord ensemble sur les différents éléments de bilan. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en ligne la composition de ce dossier de bilan très rapidement pour qu'il n'y ait pas d'incertitude à ce niveau-là et que les exploitants découvrent en juillet ce qu'il faut fournir en septembre pour justifier de son action. Donc ça, on va y travailler rapidement. Ça et la composition de la commission, c'est vraiment les chantiers sur lesquels on va se mettre juste après la finalisation des inscriptions. Ah oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait François, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de créer forcément 100% de nouvelles actions. C'est aussi certaines actions qui doivent être réorientées, qui sont déjà menées par les cinémas et qui peuvent être réorientées vers les 15-25 et mises sur le futur. Voilà. C'est important, on ne l'a pas dit. Alors, pardon Renaud, juste par rapport à cette question des entrées, je voudrais juste dire qu'il y a certaines actions où il y a pas forcément d'entrée. Hein, c'est participer à un jury étudiant ou lycéen d'un festival ou un atelier de montage, un atelier de scénario, un atelier de programmation, enfin, ou des concours. Enfin, il y a des actions qui ne donnent pas forcément lieu automatiquement à des entrées, d'une part, et d'autre part, vous pouvez faire une soirée dédiée au public lycéen, mais au cours de laquelle les autres publics ne sont pas exclus, évidemment. Bien sûr. Non, mais et surtout, je pense qu'on n'aura pas un raisonnement d'entrée des jeunes, pardon si je me suis mal exprimée. Je pense qu'il ne faut pas du tout rentrer dans une logique où on calcule les entrées par action. Je pense que quand je parlais des entrées des jeunes, je parlais sur l'année, éventuellement une évolution globale. À aucun moment, je parlais par action. Pardon si je ne l'ai pas précisé, c'était tellement évident. On ne va pas aller regarder le nombre de jeunes. Alors après, dans le dossier, il peut y avoir aussi l'évolution de la fréquentation des actions. Ça peut être un indice parmi d'autres, ça oui. Et puis le taux global de fréquentation des jeunes dans le cinéma, sans qu'on puisse savoir si l'impact précis de chaque action sur cette fréquentation, ça va être des éléments. Mais alors évidemment qu'on ne va pas aller regarder s'il y avait bien une fréquentation jeune de X% ou tant de jeunes à cette action-là, etc. Après, voilà, c'est des éléments parmi d'autres. Qui pourront être avancés en fonction aussi des réussites, parce que ça peut se traduire différemment. On peut avoir un cinéma qui n'est pas forcément capable de détailler action par action, et il nous semble que ça, pour le coup, c'est pas forcément le principal. Mais si à la fin, la population jeune, clairement, la fréquentation des jeunes a augmenté à l'issue, voilà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, à vrai dire. Donc voilà. Mais encore une fois, on s'en reparle, je pense, dès qu'on a fini la phase des inscriptions. On se reparle très précisément de ça parce que ce sera très important, je pense, même pour l'appréhension des actions tout au long de l'année et jusqu'à octobre prochain. Magali, une des questions les plus intéressantes arrive. Ce projet demande à la fois des moyens financiers et humains. Il faut le temps de le développer à la fois sur les actions et sur sa mise en œuvre. Est-ce que ce dispositif sera reconduit chaque année ? Oui, merci Renaud. De rien, avec plaisir. Non, en fait, on a déjà répondu à la question à Deauville, hein, donc il n'y a pas de suspense. Ce dispositif, donc là maintenant, on le sait, il va coûter, avec l'ambition qu'on va y mettre et l'enveloppe qui aujourd'hui y est dédiée, il va coûter 5 millions d'euros. Potentiellement, s'il fonctionne, effectivement, ça peut même, en tout cas, je ne sais pas si on ira au-delà, mais ça mériterait de le maintenir. Après, on va avoir deux enjeux là-dessus. On va avoir un enjeu de reconduction de l'enveloppe qu'aujourd'hui, on n'absorbe pas. Hein, je suis très transparente dans les finances du CNC, donc qui demanderait d'avoir un abondement particulier. Je pense que la priorité du sujet fait que ce n'est pas du tout perdu et qu'on pourrait obtenir une prolongation à hauteur de 5 millions ou de moins, mais en tout cas une prolongation de l'action pas d'un an, mais simplement ça va énormément dépendre de ce qu'on peut justifier comme résultat sur ce dispositif. Ça ne veut pas dire qu'il faut des résultats absolument incroyables parce que la personne qui pose la question a raison, c'est-à-dire que ça prend du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit démontrer le caractère moteur, le stimulus que ça représente pour la fréquentation des 15-25. Si on est capable de démontrer ça, si on est capable de dire, voilà, il y a tant de salles qui se sont inscrites dans le dispositif, encore aujourd'hui, ce n'est plus une question puisque on a, je pense, un nombre
tout à fait important de salles et donc un panel en fait qui sera vraiment précieux pour regarder l'efficacité des actions. Je pense qu'on aura les moyens politiques pour aller défendre un abondement suffisant et pour prolonger cette action. Parce que, encore une fois, c'est une priorité. Mais, donc 10 millions à partir de 2023. C'est noté. Au moins. Non, voilà, en tout cas, ça dépend de facteurs financiers qui nous échappent un peu. Ça va dépendre de pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tout en haut de la pile sur les priorités à la fois du CNC et du gouvernement. Donc, je pense que ça fera partie des choses qui seront faciles à défendre dès lors que le premier bilan est positif. Voilà. Alors, est-ce que le fait de participer ou de ne pas participer, j'ai vu que Dorothée était dans les participants tout à l'heure, à ce nouveau dispositif aura une incidence sur le classement RSA? Est-ce que ça donne un bon point ou un mauvais point? Non, aucune. Là, pour le coup, il faut bien distinguer les deux. Il y a le classement RSF d'un côté et il y a notre dispositif de l'autre. Absolument aucune incidence de l'un sur l'autre. C'est pas conçu comme tel. C'est pas un critère d'éligibilité. Donc, on distingue bien les deux dispositifs. Bon. Est-ce que le e-gaming peut faire partie des actions envisagées? Ça dépend. On ne va pas faire action par action, honnêtement. Dès lors que il faut que ce soit relié à du cinéma, quoi. Voilà, il faut que ce soit relié à du cinéma. Il faut que derrière, il y ait une vraie action quand même à un moment d'éducation à l'image. Il faut qu'il y ait une ambition culturelle. Donc, ça dépend quel jeu, ça dépend comment, ça dépend dans quel contexte. Est-ce qu'à un moment, c'est rattaché à une séance? Est-ce que c'est une façon d'amener les jeunes vers les films une plus grande diversité de films? Voilà. Le e-gaming en tant que tel, non, clairement, je ne vois pas le lien. Mais après, il peut y avoir des actions ultra innovantes et ultra efficaces en direction des jeunes, peut-être en lien avec le e-gaming. Donc, encore une fois, notre objectif, c'est d'exclure aucune action à ce stade et toujours de faire confiance. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette mission-là. Vraiment, on fait confiance à l'exploitant qui met cette action pour que ce soit efficace par rapport à l'objectif qui est connu. Ouais, par rapport à ce type de questions, si je peux me permettre de compléter, je crois que il ne faut pas que les actions qui sont marginales par rapport au cinéma soient une fin en soi. C'est-à-dire que ça doit rester des moyens pour servir le lien avec le cinéma et surtout le lien avec les films. Donc voilà, et on peut décliner ça sur plein d'autres activités. Oui, mais après, c'est vrai que d'ailleurs, on l'avait vu lors de nos sessions de formation en mars-avril, notamment lors de la semaine jeune public. Il y a des choses qui se font autour du cinéma et du jeu vidéo et qui sont des choses extrêmement intéressantes avec une ambition culturelle et un lien au cinéma. Le tout, c'est qu'il y ait un lien au cinéma. Si c'est juste, je ne sais pas, un tournoi de Pro Evolution Soccer, je ne suis pas sûr que ça rentre non, mais peut-être Renaud, François, là, je demandais à Margot. Margot, elle a eu des cas là, de e-gaming couplés à des séances et qui sont des propositions d'action très intéressantes. Voilà. Oui, mais ça existe. Hein. On en avait présenté. Dès lors qu'on est couplé à une séance, etc., et on a eu le cas, on a considéré que c'était tout à fait pertinent. Donc, encore une fois, pas de limite en soi, mais toujours le lien avec l'objectif qui, pour le coup, est connu, identifié. Voilà. Et donc là, on a eu 2-3 cas, hein, c'est ça que tu disais, à peu près d'actions conjointes avec la découverte d'un film et du e-gaming par ailleurs. Donc, des actions couplées. D'accord. Alors, question, on y a déjà un peu répondu, mais juste les actions pensées dans le cadre des projets 15-25 ans, donc de l'appel à projet de la direction de la création des territoires, peuvent-elles être prises en compte dans l'évaluation de jeunes cinéphiles? Je pense que oui. Alors, les deux, on a mis, encore une fois, on n'a pas de… Alors, on participe aussi à cette commission, donc à savoir que la direction du cinéma et la direction du numérique aussi sont dans le fonds 15-25. Donc, on voit passer les actions. Enfin, on a une visibilité sur ce fonds-là et sur cet appel à projet. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, évidemment. Si les deux se nourrissent, tant mieux. C'est un peu la même question qu'avec les autres dispositifs, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de cumuler pour une action qui est décrite exactement de la même manière entre le 15-25 et le fonds jeune cinéphile, c'est que l'un nourrisse l'autre, et donc si au final ça fait un projet plus ambitieux, c'est parfait. Voilà.
c'est pas le double financement d'une action strictement identique. Par contre, une action qui est au contraire améliorée, qui est plus ambitieuse grâce au fonds de jeunes cinéphiles, mais dont le déclencheur a été l'appel 15-25, c'est pas un sujet. D'accord. Après, il y a aussi une question d'un cinéma associatif qui va du coup embaucher une personne. Alors, c'est beaucoup les bénévoles qui vont travailler autour de ce projet, mais qui vont embaucher plus d'heures une personne et qui demandent si ces heures pourront être comptabilisées dans le cadre du bilan. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. C'est bien évidemment oui. Les moyens humains, c'est même fondamental. Hein. Je pense que je l'avais mis dans le PowerPoint. Hein. Absolument. Voilà, le fait d'avoir des moyens humains supplémentaires, que ce soit pour l'animation, que ce soit pour la stratégie digitale, c'est évidemment un élément, une preuve absolue de la prise en compte de l'objectif. Donc oui, c'est à 100% dedans. D'accord. Il y a aussi le lien avec les dispositifs scolaires. Donc, on a dit que, mais c'est redemandé, de bien confirmer que tout ce qui est séance scolaire n'entre pas dans le cadre de cette nouvelle aide. Après, je pense que c'est forcément pris en compte le lien, le travail qui est fait. Dans le cadre général, on va tenir compte du travail fait avec les scolaires, évidemment. Ça rejoint la question des différentes actions. Donc, les actions qui sont sur le temps scolaire sont évidemment prises en compte. L'articulation entre les actions du temps scolaire et leur temps scolaire sont prises en compte. En revanche, le Fonds Jeunes Cinéphiles finance des actions hors temps scolaire. C'est ça. Alors, une question intéressante et dont on avait débattu ensemble avec François il y a quelques temps, Magali, des actions avec des classes de 3e des collèges peuvent-elles être retenues malgré l'âge des élèves juste en dessous de 15 ans? C'est la série des questions pièges. Le fonds, il s'adresse aux 15-25, donc il faut quand même que la majorité des actions soient dans le champ. Maintenant, on ne va pas aller vérifier l'âge pour savoir s'il y a un certain nombre de redoublants qui ont déjà 15 ans. Je pense que encore une fois, là, c'est plus une souplesse d'interprétation et pas systématique. C'est-à-dire que si on n'est que sur des classes de 3e qui ont tous 14 ans, là, on sera un peu hors champ. L'idée, c'est de couvrir aussi la tranche d'âge, donc la tranche 15-25. Maintenant, les 3e, de manière à ce qu'à leurs 15 ans, ils soient des jeunes cinéphiles avertis, peut rentrer dans le dispositif. Après, c'est une question encore une fois, on a quand même une souplesse d'interprétation, donc tout ça n'est pas fixé dans marbre. Et ceux qui vont avoir 15 ans, on va pas aller regarder l'âge des élèves de manière très claire. Maintenant, il faut que ça rentre quand même dans l'esprit du dispositif, donc que ce ne soit pas des enfants de 10 ans, parce que là, on est sur du jeune public et pas du tout du jeune. Et il faut de toute manière qu'on soit proche de cet âge de l'adolescence où on se dit que la cinéphilie peut vraiment jouer un rôle pour plus tard et pour les années qui suivent. Alors, moi, sur ce point-là, il y a le cas de figure quand même que je crois qui concerne pas mal de cinémas qui n'ont pas de lycée, en fait, à proximité de leur établissement, mais qui, par contre, ont un collège. Donc ça concerne quand même pas mal de villes, de petites villes de 5000 habitants, par exemple. Donc, c'est dans ce cas-là, je pense qu'il faut avoir une attention particulière sur les 3e, les classes de 3e. Oui, non, mais il n'y a pas de sujet. Franchement, on va pas. Surtout que dans les classes de 3e, il y aura des gens qui auront 15 ans. Donc, encore une fois, même s'il y a une partie des actions qui touchent des gens de 14 ans, je pense que l'esprit, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas tordre l'objectif du dispositif. Je pense qu'on ne le tord pas avec une classe de 3e. Mais ça permet de le préciser aussi. La tranche d'âge, elle n'est évidemment pas fixe. Si finalement, il y a des gens de 26 ans qui viennent et qui deviennent plus cinéphiles grâce au dispositif, on sera très content, même s'ils sont au-delà de la limite d'âge. Donc, tout ça, c'est plus pour viser une population qui aujourd'hui a du mal à revenir au ciné et n'est pas la population naturelle d'un certain nombre de films. Donc, sur lesquels il nous semble que c'est important d'un point de vue culturel de les amener. Donc, dès lors qu'on est dans l'objectif, pour moi, il n'y a pas de sujet. Maintenant, si le cas se pose avec un collège, ce qui est bien, c'est de coupler avec d'autres dispositifs qui peut-être visent plus la tranche des 20 ans dans d'autres types de dispositifs, mais tout en s'appuyant sur le collège qui est dans le coin, évidemment, c'est très bien.
on ne va pas freiner ce genre d'initiative. Alors, Merci. pardon Renaud, mais on est à 1h20 là à peu près. On avait évoqué avant de démarrer la possibilité de faire un sondage pour savoir parmi les participants ceux qui avaient l'intention déterminée de participer. C'est pour avoir une forme de retour, quoi. Est-ce qu'on peut le mettre en place ce sondage là maintenant? Alors, le sondage existe. Vous le trouvez dans l'onglet sondage sur votre droite et vous pouvez répondre oui ou non. Et voilà, donc parmi tous les participants, ce serait fort sympathique. Alors, si vous vous êtes déjà inscrit, vous répondez oui, évidemment. Et ça nous permettra quand même d'avoir une idée. Merci beaucoup. Je reviens sur mes questions. Je rebalayais un peu tout. Il y avait une question sur est-il possible, envisageable de mettre en place une plateforme, notamment pour partager les idées d'action? C'est une question assez intéressante. Alors, est-ce que c'est au CNC de le faire? Alors, côté CNC, on va y réfléchir. Je propose qu'on y réfléchisse ensemble, du coup. Renaud. Ouais. Voilà, je pense que ça, pour le coup, on peut peut-être le faire en collaboration. En tout cas, c'est une super idée. Oui, voilà. Question pratico-pratique, Magali, confirmes-tu qu'il y aura bien un délai? Parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Moi, il me semble que tu l'as dit clairement, mais tout à fait. On donne 2 semaines supplémentaires pour déposer les dossiers. D'accord, donc c'est un délai de 2 semaines. Oui, c'est mi-novembre. Sachant au passage, on peut le rappeler, et hier, on a communiqué dessus au niveau de l'AFCAE, le SCAR en a fait de même. Il y a aussi eu un délai pour le dépôt de la demande à réessai. Tout à fait. Voilà. Pardon Renaud, je reviens sur la question de la plateforme là, qui a été évoquée tout à l'heure pour rassembler les propositions. Hein. Je redis ce que j'ai dit il y a 20 minutes ou une demi-heure, c'est que l'AFCAE va recruter une personne qui va accompagner les salles. Ça peut faire évidemment partie de ces missions. Oui. Merci. Tac. J'essaie de trouver des questions un peu nouvelles. Donc, la date limite, oui, elle a bien été repoussée, on vient d'y répondre. Alors, une question sur le pass sanitaire. Pour les 15-18, l'obligation du pass sanitaire, dont la durée d'application est encore inconnue, risque de freiner la possibilité de participation en hors temps scolaire. Une dérogation pour faire bouger les lignes avec les ministères concernés est-elle envisageable? Bon, ça dépasse un tout petit peu le champ, mais voilà. Bah non. Ça, je vais pas parler à la place d'Olivier Véran, mais très clairement, je pense que l'application du pass sanitaire, malheureusement, on a déjà eu beaucoup de mal. On n'a pas réussi à vraiment agir dessus pour ce qui est de l'ensemble des cinémas. Donc, pour des séances spécifiques et pour des séances d'éducation à l'image, ce sera très compliqué. Effectivement, sur le temps scolaire, c'est différent parce qu'il n'y a pas de mélange. Hein. Le principe du pass sanitaire, c'est à partir du moment où il y a un mélange des genres, donc les classes entre elles, ça va, mais dès lors qu'il y a des personnes extérieures à la classe, c'est les règles qui aujourd'hui sont en vigueur. L'application du pass sanitaire, elle risque quand même de se prolonger très largement en 2022. Donc, il faut beaucoup plus miser sur la généralisation de la vaccination. Mais là-dessus, on ne pourra pas le prendre en compte. En revanche, dès lors qu'il y a eu des sujets, je sais que dans certaines régions, notamment le taux de vaccination est beaucoup plus faible, sachez que c'est quelque chose qu'on regarde, nous, ne serait-ce que pour travailler sur la fréquentation en général. Donc, on est en train de regarder la corrélation entre les taux de vaccination par tranche d'âge et la fréquentation. Donc, ça, c'est une étude qu'on fait par ailleurs, pour étendre un peu plus. Et donc, au moment de l'évaluation et du bilan des dispositifs, si il y a eu un impact minorant à cause du pass sanitaire, ce sera évidemment pris en compte. On ne va pas faire comme si on n'était pas en période de post-crise. Donc, on ne pourra rien faire sur le pass sanitaire. Je pense qu'il ne faut pas créer de faux espoirs
on n'aura pas le levier politique pour le faire. Et par ailleurs, ce n'est pas comme ça que le pass sanitaire a été appliqué jusqu'à maintenant. Donc, on a peu de marge d'action là-dessus. En revanche, la marge d'action qu'on a, c'est de prendre en compte l'impact du pass sanitaire s'il a été un élément perturbateur pour mettre en œuvre l'ensemble de la stratégie. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Encore une fois, c'est l'avantage du cas par cas. On le prendra en compte. Et en plus, d'ici là, on aura les éléments pour étayer l'impact plus ou moins varié sur le territoire de l'obligation du pass sanitaire et du taux de vaccination qui est effectivement très variable. Merci. Alors, je relaye un peu, juste, c'est pas vraiment une question, mais il y a beaucoup de gens qui insistent quand même dans l'onglet question pour dire que vraiment la question des moins de 15 ans est très pertinente et importante. Et il y a deux raisons qui sont données, qui reviennent. C'est notamment le fait que le pass culture va être élargi à la classe de 4e et d'autre part que dans certaines villes, il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes de plus de 18 ans, notamment quand ils sont obligés de partir faire leurs études ailleurs parce qu'il n'y a pas d'enseignement supérieur. Voilà. Donc, c'est juste pour réinsister sur ce point. François l'a bien développé, Magali, tu l'as fait aussi. Alors, question suivante, une entreprise privée peut-elle prendre une personne en service civique, notamment dans le cadre de citoyens de la culture, pour mettre en place ce programme? Bah oui, tout à fait. Ça fait partie des moyens humains et d'utilisation de dispositifs divers et variés pour mettre en œuvre. Donc, oui, complètement. D'accord. Est-ce que le fait d'organiser des séances autour de publics captifs, par exemple internat, mais qui ne seraient pas en temps scolaire, mais il y a l'exemple de l'internat qui est donné, est-ce que ça peut être pris en compte aussi? Tout à fait. Voilà. Après, il y a la question du hors-film, entre guillemets, c'est-à-dire une question nous est posée, le hors-film, une question nous est posée sur des pièces de théâtre qui seraient retransmises avec de lycées, avec différents établissements. Alors, j'imagine aussi sur du hors-temps scolaire, puisque c'est la condition. Mais qu'en est-il du hors-film? C'est un peu ce qu'on se disait, c'est-à-dire que alors, le hors-film, moi, je l'entends de deux manières, c'est-à-dire les actions hors-film. Du coup, c'est ce qu'on se disait, en soi, c'est pas excluant. Il faut quand même qu'à un moment, dans la totalité des actions, il y ait une grande partie qui soit liée avec les films. Hein, mais voilà. Et après, si c'est d'autres genres, d'après ce que je comprends, là, on serait plus sur du spectacle vivant ou d'autres types d'œuvres, en fait, de retransmission. Alors, encore une fois, nous, on ne veut rien exclure par principe, mais si ça participe de la fréquentation des jeunes au cinéma, pourquoi pas. Mais il faut quand même à un moment qu'on ait un lien avec le cinéma. Le théâtre, c'est évidemment très important. Ça participe très clairement de l'éducation culturelle des jeunes et loin de nous l'idée de dire que ce n'est pas fondamental. En revanche, là, on est bien sur un fond de jeunes cinéphiles. Donc, si ça sert la cinéphilie d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Encore une fois, on n'a aucune limite sur les outils et sur les moyens. En revanche, on sera exigeant, pas très exigeant, mais en tout cas exigeant, sur le lien avec l'objectif. L'objectif, c'est la cinéphilie. Donc, pas d'exclusion de principe, mais à démontrer sur le lien. Et peut-être une dernière question très pratique. Faut-il un budget? Faut-il décliner un budget dans le formulaire qu'on remplit? Dans le formulaire en tant que tel, il y a une question des moyens humains et financiers alloués au programme, mais c'est une case que vous remplissez librement. Donc, on ne demande pas de budget extrêmement précis, mais ça fera sûrement partie des éléments qu'on examinera, par contre, lors de l'instruction du dossier d'ici 1 an et qui seront fournis à la connaissance de la commission. Mais là, dans l'état actuel des choses, on ne vous demande pas un budget extrêmement précis. C'est évaluatif, en fait. C'est aussi pour qu'on voit à peu près comment ça se situe. Ça permet de mesurer l'écart par rapport à l'existant aussi, l'évaluation sur 1 an. Donc, pour nous, c'est une indication, mais dans tous les cas, il n'y a pas de bon montant, c'est-à-dire mettez ce que vous pensez l'évaluation la plus proche de ce que vous envisagez. Voilà. Et nous, ça nous permet de réagir si on voit éventuellement des montants très très faibles ou très très hauts. Trop. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse à ce stade-là. Et de toute manière, même à la fin, pour la détermination, on l'a dit tout à l'heure, hein, de la subvention, le budget ne sera pas l'élément déterminant, ce n'est pas un pourcentage de budget qui sera versé. Donc, voilà, ça fait partie des indications importantes, mais plus pour évaluer
le point de départ et le point d'arrivée qu'en montant absolu. Voilà. Donc, pas de grosses contraintes à ce niveau-là, c'est indicatif. Et petite question, est-ce que vous avez prévu de faire au niveau du CNC des études avec votre direction des études et des statistiques, justement pour un peu mieux connaître les besoins des 15-25, leurs attentes et de la sorte un peu aider les salles finalement à mettre en place leurs actions? Oui, oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées, en tout cas d'essayer de faire une sorte de sondage pour connaître pourquoi les jeunes ne vont pas au cinéma et pourquoi ils y vont. Enfin, donc, je pense que ça rejoint cette question-là. Donc, oui, tout à fait. C'est plus. Alors, c'est pas, ça va pas être immédiat, mais en tout cas, on va le lancer là, d'ici la fin de l'année. D'accord, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je ne crois pas avoir oublié grand-chose. Ou alors c'est souvent des questions qui se répètent et qui reviennent un peu sur des choses auxquelles tu as déjà répondu, Magali. Voilà, donc je ne sais pas si, d'une part, alors il y a une nouvelle question. Peut-être, pardon, Renaud, peut-être que Magali, peut-être que ça peut être utile de donner le contact mail de Loïc et de Margot. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Non, mais on peut le donner. C'est bête, on aurait dû le mettre sur PowerPoint à la fin. Oui, bon, sinon après, vous l'avez sur la notice. Vous l'avez sur la notice, mais sinon, nos contacts, donc c'est nom.prénom@cnc.fr. Donc moi, c'est loic.rionnier, RIEUNIER@cnc.fr. Et Margot, c'est Margot Vigier. Margot, MARGOT, .vigier, VIGIER, @cnc.fr. Non, mais on va le remettre sur une newsletter, sur notre site aussi. On va mettre une actu. Je ne peux pas m'empêcher de poser la petite question impertinente d'un de nos administrateurs, Régis Faure, pour ne pas le nommer. Y aura-t-il un jeune dans la commission d'évaluation? Oui, après, je ne sais pas si tous les jeunes sont les plus aptes à juger des actions jeunesse, mais en tout cas, on aura sûrement un jeune mais qui ne sera pas le représentant des jeunes, parce que là, pour le coup, la composition de la commission, on l'a évoqué rapidement, c'est plus des métiers donc, que des âges. En revanche, on va essayer d'équilibrer, comme dans toute commission, à la fois les âges, la parité, les différentes professions et une bonne connaissance du secteur. Voilà. Ah, il y a une dernière question que j'ai oubliée, très pratique. Quand est-ce qu'on aura l'argent? Enfin, je traduis. Mais en gros, quand est-ce que les aides seront versées Du coup, l'idée, c'est d'avoir… donc, la commission va se réunir en octobre, hein, c'est ça. Donc après, le temps qu'elle se réunisse, qu'elle étudie les dossiers, qu'on communique les résultats et qu'on verse l'argent, à vue de nez, je dirais courant novembre. Oui, au plus tôt, ce sera courant novembre. Voilà, ce sera fait, j'imagine, d'ici la fin de l'année 2022, ça peut être certain, mais en tout cas, oui, voilà, c'est plutôt ce délai-là. On va faire l'étude et le versement, c'est ça. Alors, moi, je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à, globalement, hein, sur cette notice, sur cette inscription. Je crois que les exploitants, en fait, sont habitués à remplir le dossier RSE qui est très complet, qui est très important. Et je crois qu'il faut bien faire la distinction, justement, avec l'inscription à ce nouveau fonds de développement, qui est, en fait, une note d'intention qui permet au CNC d'évaluer l'implication, l'envie, la motivation, le type d'action qui vont être faites, mais le compte rendu, lui, sera fait dans 1 an. Voilà. Je dis ça par rapport à beaucoup de questions qui étaient très précises et qui sont peut-être prématurées par rapport, en fait, au moment qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Est-ce que, Renaud, tu as un retour sur le sondage? Je pense que c'est Aïsgoul qui peut nous dire ça. Moi, je n'ai pas la main. Il faudrait qu'Aïsgoul remonte sur scène pour nous donner les résultats. Et me voilà. Bravo. Oui, alors, a priori, d'ailleurs, les gens qui ont voté ont accès à ce résultat. Nous avons 94% des votants qui déclarent leur intention d'adhérer à ce nouveau dispositif et 6% qui disent que non. On aurait peut-être pu ajouter une réponse ou refaire un rapide sondage si on a le temps pour demander s'ils vont
pour voir s'ils vont demander la dérogation. Est-ce que ça Et vous peut-être, intéresse? alors peut-être préciser, Ace-Goul, que quand même, c'est 95, enfin là, c'est passé à 95% sur 111 votants. Oui, ce qui est significatif, oui. Sur 111 personnes qui ont participé au vote. Donc, un tout petit peu plus de 100 personnes. Tout à fait. Merci pour la précision, Renaud. Ouais. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci à Box Office, merci au CNC, bien sûr, et merci à tous les participants qui nous ont suivis donc, pendant 1h30. Voilà, et vous avez eu les contacts pour avoir des informations complémentaires si nécessaire. Merci. Un grand merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. On nous demande s'il va y avoir un replay. Oui, il y a un replay. Donc la réponse est oui. Je n'ai pas, oui. Oui. J'avais pas arrêté la transmission, peut-être pour que les gens puissent se dire au revoir et tout. Ben voilà. Oui, donc il y aura bien un replay. On peut le dire à ceux qui sont encore là. Sylvain. Oui, mais tu peux le mettre sur le… C'est marqué? Oui, oui, top, merci. C'est la réponse de Sylvain Pichon. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'AFCAE, merci au CNC. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. On fait juste un…